Silence En autour. fait, mon père, c'est en même temps psychiatre et Camarade. C'était quand même, on était en train de fabriquer un film ensemble et donc il fallait... Odissea 14.702 prima. c'est-à-dire comment tourner en pellicule. Avanti. Azione. Vous pouvez applaudir, bien sûr, et on va accueillir la productrice du film, Julie Esparbès, que je vais inviter à me rejoindre ici sur scène. Hop. Alors, Julie, vous pouvez vous asseoir ici. Je vous confie un micro. Merci. Donc, Julie, vous êtes la productrice du film de Dalva. Avant de parler de votre travail spécifique sur ce projet, j'aimerais pour commencer vous demander peut-être de vous présenter en quelques mots, de nous dire d'où vous venez et en particulier comment vous êtes retrouvée à travailler dans le cinéma. Est-ce que c'est quelque chose que vous aviez en tête déjà toute petite ou comment s'est fait votre arrivée dans ce milieu ? Alors, c'est pas quelque chose que j'avais en tête depuis toute petite. Je crois que j'ai toujours aimé voir des films, mais je me suis jamais dit que c'était possible de travailler là-dedans. Et ça, c'est quelque chose qui s'est fait progressivement, plus par les hasards de la vie. En fait, du coup, quand j'étais petite, je me disais que je voulais être journaliste. Et on m'avait dit que pour être journaliste, donc je suis française, ça fait longtemps que j'habite à Bruxelles, mais je suis française. Et on m'avait dit que pour être journaliste, il fallait faire Sciences Po. Et donc moi, j'ai fait ça. Après mon bac, je suis rentrée à l'Institut des études politiques de Lyon. Et puis, avec la conviction de vouloir être journaliste. Et là, je me suis retrouvée avec plein d'étudiants qui voulaient eux aussi être journalistes, mais qui lisaient Le Monde tous les jours depuis qu'ils avaient 12 ans, je pense, ce qui n'était absolument pas mon cas. Et du coup, je les ai trouvés passionnants et j'ai adoré passer ces années auprès d'eux, mais j'ai bien senti que ce n'était pas mon truc. Et à côté de ça, j'aimais beaucoup le théâtre. Et du coup, en fait, à Sciences Po en France, ce qui est chouette, c'est qu'on a la possibilité de choisir sa voie au fur et à mesure, année par année. Donc le premier tronc est vraiment généraliste. Et puis à chaque fois, on se spécialise. Et donc d'abord, ça a été une année générale. Puis je me suis orientée vers la communication et la sociologie. Puis la sociologie de la culture. Puis les métiers de la culture. Plus avec l'idée de faire du théâtre et de l'action culturelle. Et puis finalement, la vie fait que j'ai rencontré mon amoureux qui travaille dans le cinéma. Et du coup, grâce à lui et avec lui, j'ai commencé à m'y intéresser plus, à rencontrer des gens qui travaillaient là-dedans. Et puis, je suis venue vivre à Bruxelles. Et là, j'ai fait un master en gestion culturelle à l'ULB. Et puis, j'ai fait un stage au FIF. Et puis, finalement, quelques semaines après avoir terminé mes études, Anthony Ray, qui avait créé la société de production Hélicotron, a publié une annonce. Il cherchait une assistante de production. Et donc, j'y suis rentrée en 2008. Et puis, je ne suis jamais partie. Quelles étaient vos premières tâches quand vous êtes arrivée chez Hélicontro comme assistante de prod ? Alors, on était 2 dans la boîte. C'était tout petit. Donc, c'était Anthony et moi. Et je faisais un peu de tout. Donc, il y avait beaucoup moins de projets qu'aujourd'hui. Et j'étais super motivée. Donc, j'avais envie de faire de tout. Et donc, quand il y avait des tournages, je me retrouvais parfois en régie, parfois à l'habillage, parfois en direction de production. C'est vraiment là, en fait, que j'ai pu tout apprendre et savoir ce que c'était déjà un plateau de cinéma. Puis, à côté de ça, comment est-ce qu'on faisait des dossiers de demande de production, comment est-ce que le système fonctionnait. Et puis, je crois que la chance que j'ai eue, c'est de tomber sur une personne, Anthony, qui m'a vraiment laissé la place, de la liberté de faire ce que j'avais envie de faire. Donc, au bout de quelques années, lui m'a proposé de produire les courts-métrages au sein de la boîte. Et là, donc, j'ai été chercher des auteurs. J'ai été dans les projections de films de fin d'études, à l'IAD, à l'INSAS. Et c'est comme ça que j'ai rencontré Emmanuel Nicot en voyant son court-métrage de fin d'études.
Donc on voit qu'il y a une rencontre avec un producteur qui vous laisse de l'espace, qui vous laisse essayer des choses, tester, découvrir ce qui vous plaît dans le métier. Qu'est-ce qui vous a parlé au début, quand vous avez commencé d'abord à aller sur un petit peu tous les postes et puis à commencer à envisager la production des courts-métrages? Qu'est-ce que vous vous êtes dit qui vous a fait penser que c'était ça que vous aviez envie de faire? Je crois que ça combinait plusieurs choses que j'aimais. C'est-à-dire que j'aimais ce truc de raconter des histoires et en même temps, je pense que j'aurais jamais le courage moi-même de raconter comme le font tous ces réalisateurs et tous ces scénaristes. C'est pas quelque chose qui, moi, me donne envie de le faire en mon nom à moi, en ma voix à moi. Je préfère plutôt accompagner ceux qui ont ce désir-là. Je trouve que je me sens plus à l'aise à cette place-là. Donc il y avait ça. Et puis après, il y a, je pense, le côté porter des projets, se donner pour un projet, organiser des choses, fédérer une équipe. Il y a tout ça dans la production, en fait. Et puis, même si on n'écrit pas nous-mêmes les histoires, on a quand même un rôle actif dans la création. Et ça me plaît vraiment. Comment justement vous parleriez de cette partie créative du métier de productrice? Ben ça, c'est un truc qui a mis du temps quand même. Ça m'a pris du temps pour me faire confiance là-dessus, parce que donc, je n'ai pas fait d'école de cinéma, ce qui était beaucoup le cas dans ma génération, on va dire. Aujourd'hui, c'est moins le cas parce qu'il y a des nouvelles formations dans les écoles pour faire de la production. Donc c'est différent, mais à l'époque, les gens n'avaient pas fait de master production, ça n'existait pas ou très peu. Et du coup, j'avais pas ce bagage en fait d'avoir appris vraiment le cinéma. Donc je me sentais pas forcément légitime là-dedans. Et puis en fait, je crois que c'est quelque chose qui vient au fur et à mesure des années, à force de lire des scénarios, à force de discuter avec les auteurs. Et à force de ressentir, il y a toujours des choses, que ce soit les personnages, l'évolution des personnages dans l'histoire. Enfin, il y a des questions récurrentes. Et je pense que c'est au fur et à mesure des années que j'ai pu me faire plus confiance en me disant que oui, j'avais peut-être quelque chose à apporter. Et du coup, je discute beaucoup avec les auteurs. Je discute beaucoup du fond de l'histoire, d'essayer de faire émerger ce qu'ils ont envie de raconter, en fait. Parce qu'il y a l'histoire, et après, derrière, et ça prend du temps, en fait, de trouver qu'est-ce que derrière cette histoire, qu'est-ce que tu as envie de raconter. Et donc, ça part toujours de ces discussions-là. Et puis après, ça prend du temps. Dalva, c'est 4 ans d'écriture. Donc, c'est vraiment tout un processus. Vous pourriez parler justement de ce compagnonnage avec Emmanuel Nicot. Donc, d'abord, il y a son court-métrage, À l'arraché. Et puis, il y a tout le parcours sur Dalva. Est-ce que vous pouvez parler de cette relation en particulier? Comment vous l'avez rencontré? C'était une projection de film de fin d'études. Mais est-ce que vous pouvez revenir sur ce binôme? Oui. Donc, moi, je l'ai rencontré avec son film de fin d'études qui s'appelait Rae, que j'avais beaucoup aimé. Et du coup, je l'ai contactée. Je lui ai dit que j'avais envie de travailler avec elle, si elle avait des projets. Assez rapidement, on a commencé à parler de son court-métrage qui s'appelle À l'arraché, qu'on a fait ensemble. Qui avait bien fonctionné dans les festivals, etc. Et puis, moi, à l'époque, je produisais que du court-métrage. Je n'avais pas encore fait de long-métrage. Et du coup, je pensais assez naturellement qu'on allait faire un deuxième court-métrage. Et en fait, c'est Emmanuel qui m'a dit non, parce que moi, je mets beaucoup de temps à faire des films. Donc, tant qu'à faire, autant passer directement au long-métrage. Et voilà, on s'est lancé dans l'histoire. La thématique, de manière assez surprenante quand on voit le film maintenant, la thématique de l'inceste n'est pas venue tout de suite. En fait, ça a d'abord été un film sur le cadre du foyer. Emmanuelle, elle avait fait une immersion dans un foyer d'accueil et elle avait vraiment été marquée par les jeunes et leurs histoires de vie. Et elle avait envie d'ancrer une histoire dans ce cadre-là. Et puis, il y a même eu à un moment un projet d'adaptation de livre qui ne s'est pas fait finalement. Et puis, on a continué à travailler sur ce cadre-là du foyer. Et puis, d'un coup, elle est venue avec l'histoire de Dalva, qui s'est affinée au fur et à mesure de l'écriture. Et puis, la relation avec Emmanuel, c'est quelque chose de très précieux pour moi, parce que, d'ailleurs je suis émue quand j'en parle,
parce que je crois qu'on se retrouve dans notre vision du cinéma, dans ce qu'on a envie de faire, dans ce qu'on a envie de dire, et oui, dans la manière dont on envisage les choses. Et je crois qu'on grandit ensemble et que ça, c'est très précieux. Il y a cet accompagnement de l'autrice qui se fait du court-métrage au long-métrage et qui est vraiment un compagnonnage très très long. Quel est aussi quels sont les autres apports de la productrice au début, en tout cas, du projet? Est-ce qu'on peut prendre le processus vraiment au début avec Emmanuel qui arrive avec une idée? J'imagine que d'abord, on se dit, bon, comment est-ce qu'on va l'aider à développer son projet? Comment on va l'accompagner financièrement, sûrement aussi? Voilà, quelles sont les premières étapes qui se mettent en place quand on a l'envie comme ça de porter un long-métrage? C'est vraiment l'écriture, donc ça prend longtemps l'écriture avant de lancer le projet et de le faire lire ailleurs, etc. Donc je crois que c'est donner confiance, c'est beaucoup discuter et puis donner confiance à la personne qui a quelque chose et que oui, qu'il y a moyen d'y arriver. C'est lire, relire, faire des retours. C'est à un moment dire aussi non, là maintenant on est prêt, on y va. Que parfois, et c'est aussi beaucoup le cas chez les femmes, je pense, un manque de confiance à aller déposer en commission parce que c'est pas assez prêt. Donc avec Emmanuelle, c'était beaucoup ça. Elle travaille énormément. Elle se renseigne beaucoup. Donc là, pour Dalva, elle a rencontré, elle a fait cette immersion dans les foyers, mais elle a aussi rencontré des juges pour enfants, des psychologues, des avocats. Beaucoup de personnes. Elle a lu énormément et du coup, c'est oui, l'accompagner dans tout ça et en même temps, à un moment, lui dire aussi OK, on y va, là, je pense qu'on est prêt. Et voilà, moi, c'est vrai que quand elle est venue la première fois avec cette thématique de l'inceste, c'était juste avant MeToo. Et c'est quelque chose dont on ne parlait pas du tout. Et je me suis quand même dit, oula, comment est-ce qu'on va financer ça? Et puis, en fait, il y a eu quand même cette vague MeToo qui a permis à de nouvelles histoires d'émerger. Et je pense qu'au final, en termes de financement, on est arrivé au bon moment avec la bonne histoire qui pouvait être racontée. Et donc ça a été vraiment très porteur d'espoir pour moi en tant que productrice de voir ce mouvement-là et cette différence-là et cette ouverture-là. Puisque voilà, on a fait l'écriture, puis au fur et à mesure, c'est en différentes étapes, donc on obtient des financements pour l'écriture, puis pour le développement, puis pour la production, puis les choses se mettent comme ça au fur et à mesure. Et c'est vrai que sur Dalva, on dit toujours, voilà, il y a eu un alignement des planètes. C'est que le scénario était vraiment très très fort. Il est finalement très proche du film que vous avez vu ce soir. Et le financement s'est fait facilement en fait parce que je pense que voilà, les gens dans les commissions reconnaissaient l'importance de traiter de ce sujet et la qualité d'écriture qu'il y avait derrière. On a fait ici au Palace, je pense, déjà une dizaine de masterclass avec des professionnels qui ont tous des compétences très fortes, mais qui souvent interviennent à un moment précis du projet auprès du ou de la cinéaste. La productrice, finalement, c'est la seule personne avec la cinéaste qui est là du premier mot écrit jusqu'après la sortie du film. Ouais. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ça, du fait d'être présente à tous les égards et tous les aspects sur le film? C'est assez fou et moi c'est ce que je dis toujours et même quand je rencontre des réas qui sortent d'école de cinéma et qui ne savent pas encore vraiment ce que c'est un producteur et une productrice et je leur dis en fait il y a deux personnes qui sont là du début à la fin, c'est la réa, le réa et puis la prod, donc c'est un duo qui est essentiel puisque c'est ceux qui portent le film. Donc oui, on développe avec l'auteur, on fait le financement, on cherche l'équipe, on tourne le film, on fait la post-production, on fait la diffusion. C'est vraiment... là, Dalva, c'est 6 années, en fait, avec Emmanuel. Et c'est... hier, du coup, on l'a présenté jeudi en avant-première ici à Bruxelles. On l'a présenté lundi à Paris. Il est sorti hier en Belgique et en France.
Et aujourd'hui, on s'est échangé des messages aussi avec la coproductrice qui a été essentielle dans le film, française, qui avait un baby blues immense parce qu'en fait, on laisse partir quelque chose. Maintenant, le film, presque, il nous appartient plus. Il va faire sa vie. On a fait ce qu'on pouvait. Et voilà, donc c'est un attachement énorme au projet. Et oui, les films, c'est nos bébés. Alors évidemment, c'est d'abord les films des réalisateurs et des réalisatrices. C'est eux qui l'ont écrit, etc. Mais pour nous, producteurs, c'est un moment de vie à chaque film qui est hyper intense. On a parlé de votre rôle au moment du développement et de l'écriture. Comment vous le décririez, ce rôle, plutôt au moment de préparation, donc juste en amont du tournage, et puis sur le tournage lui-même? Quel est le rôle à ce moment-là de la productrice? En préparation, en fait, c'est de trouver les bonnes personnes. Donc, de la même manière qu'on fait un casting pour les comédiens, on essaye vraiment de trouver les bonnes personnes dans l'équipe, pour les techniciens, techniciennes. Après, une fois que tout ça est en place, sur le tournage, moi, c'est pas le moment qui est le plus important pour moi. Alors oui, c'est important de passer sur un tournage, de montrer qu'on est là. En fonction des réalisateurs ou des réalisatrices, il y en a qui ont plus ou moins besoin de ça. Mais en gros, au moment du tournage, les choses sont en place. Il y a d'autres personnes qui ont pris le relais. Donc pour nous, en tant que producteurs, c'est beaucoup aussi le directeur ou la directrice de production pour tout ce qui est de l'aspect financier, à qui on donne notre confiance. Et puis on est plutôt là en backup, et encore une fois, pour le réalisateur ou la réalisatrice, s'il en a besoin. On est aussi garant, en fait, moi je trouve, des intentions, parce que le film, on l'a tellement développé avec nos auteurs qu'on sait exactement ce que chaque scène veut dire. Et il y a un moment où le réalisateur ou la réalisatrice, parfois sur le plateau, il est tellement pris dans plein de choses et tellement la tête dedans que ça arrive que nous, on puisse amener un regard extérieur un peu plus frais, peut-être, de recul par rapport à toutes les discussions qu'on a eues, de se dire, mais rappelle-toi, en fait, c'était ça. Et parfois, ça peut aider. Je pense que c'est important de visionner les rushs, d'avoir un retour et un œil critique là-dessus pour pouvoir encourager. Et oui, après... je pense qu'il y a beaucoup de manières de produire, comme il y a beaucoup de manières de réaliser, comme il y a beaucoup de manières de faire plein de choses. Pour moi, c'est vraiment un travail d'équipe. Ça n'a jamais été un rapport de force entre un réalisateur et un producteur. Pour moi, on travaille ensemble, vraiment. Donc même quand on le fait dans des conditions difficiles, même quand j'estime que s'il y a des demandes... L'idée, c'est d'accompagner, de les comprendre, d'essayer de trouver des solutions qui ne sont pas toujours possibles, malheureusement. Mais voilà, c'est vraiment une collaboration du début à la fin. Et est-ce que le métier change en fonction des cinéastes avec lesquels vous travaillez? Parce que justement, c'est quand même des personnalités très fortes, et j'imagine qu'on va vers elles pour ça aussi. Mais est-ce que le métier prend une allure différente en fonction des projets? Ah oui, complètement. Mais comme dans la vie, chaque relation est différente. Entre deux amis, on n'a pas la même manière d'être amis. Oui, dans l'accompagnement et dans le métier, il y a des personnes qui vont être beaucoup plus demandeurs de retour, qui vont être beaucoup plus demandeurs d'accompagnement, que d'autres qui préfèrent avoir... plus le champ libre. Il y a vraiment... chaque relation est différente complètement. Ouais. On a parlé du tournage et du fait que la productrice pouvait aider à garder le cap, en tout cas sur les intentions de départ. J'imagine qu'au montage, c'est quelque chose qui se joue à nouveau, surtout quand le ou la cinéaste a vu le film déjà 15 fois. Peut-être que c'est justement le moment où apporter un regard extérieur. Quel est l'impact, l'apport à ce moment-là? Je trouve qu'en montage, c'est vraiment très important, et plus qu'en tournage, en fait. Parce qu'en montage, souvent, c'est un moment hyper délicat pour les réals, parce qu'ils sont confrontés à leur matière, avec tout ce qu'il y a de super, et aussi tout ce qui forcément ne correspond pas aux attentes qu'elles avaient. Et au montage, ça triche plus, donc tout est là. Et c'est vrai qu'un montage, il y a toujours un moment de
down dans un montage. Il y a toujours un moment de déprime ou un moment où on se dit qu'on ne va pas y arriver. Et je trouve que c'est là que nous, on peut aussi apporter quelque chose ensemble dans la réflexion, dans l'encouragement. Et le moment où, ensemble, on a ce déclic avec le monteur ou la monteuse de se dire que ça y est, on a trouvé et que le film est là, c'est magique. Et ensuite vient la post-production, évidemment, et toute la partie après le montage. Mais après, j'imagine que l'autre gros morceau, c'est la diffusion, comment on décide de positionner le film. Ouais. Vous travaillez sûrement avec les vendeurs et les distributeurs. Mais quel est, à ce moment-là, le rôle de la production au moment où le film est fini et qu'il va falloir qu'il rencontre son public, et donc du coup aussi que le ou la cinéaste se sépare du film? Ouais. J'ai pas 12 000 expériences à ce niveau-là parce que, comme tu disais tout à l'heure, moi j'ai fait beaucoup de courts-métrages et là c'est mes premiers longs. Donc c'est les premières fois. Il y a eu Une vie d'aimante, puis maintenant il y a Dalva. Je pense que c'est toujours... déjà trouver les bonnes personnes qui vont accompagner le film de la meilleure manière possible, qui vont le comprendre et qui vont être les meilleurs soutiens possibles. Et c'est vrai que là, pour Dalva, on a beaucoup de chance parce que ce soit en Belgique ou en France, on a des distributeurs qui croient vraiment au projet, avec qui on a pu beaucoup discuter de ce que nous, on voulait comme communication, de ce qu'on envisageait et aussi de bénéficier de tous leurs conseils. Donc c'est au Brother en Belgique, Diafana en France. On a une équipe de vente qui est géniale chez MK2. Donc on a été super bien entourés. Et voilà, c'est plus ici pour ce film, c'est beaucoup une réflexion sur, on sait que le sujet il est difficile. On sait que le public, s'il lit le synopsis, il faut quand même qu'il fasse un pas pour aller en salle. Et donc, toute la réflexion, ça a été comment rendre ça possible, parce que le film, et j'espère que c'est ce que vous avez ressenti, il y a eu un travail de fou d'Emmanuel au scénario et puis dans la réalisation pour qu'à aucun moment, même si le sujet il est dur, le film n'est pas glauque. Le film est pudique, on ne voit rien. C'est un film qui est montrable, en fait. Elle voulait qu'il soit montrable aussi à des enfants. Donc, c'est pour un public à partir de 12 ans. Donc, il y a tout ce travail qui a été fait. Et après, et nous, on voit dès la post-production, quand on a fait des projections tests, etc., on voyait que ça fonctionnait et que le public était touché, mais sortait de là, pas complètement déprimé, mais avec une espèce un sentiment assez fort. Et la réflexion, ça a été de se dire comment est-ce qu'on fait ressortir ça dans la promotion qu'on fait du film. Et donc, si vous avez eu l'occasion de voir l'affiche, on a beaucoup travaillé sur l'affiche pour qu'elle soit vivante. Donc, il y a le mouvement de Dalva qui danse, il y a la lumière. La bande-annonce, on a aussi essayé de la rendre la plus vivante possible. Il y a l'humour, il y a le petit Roman qui fait une blague. Et on a vraiment fait ce travail-là le plus possible. Après, voilà, il y a un moment où, évidemment, on ne peut pas dicter aux journalistes les mots qu'ils utilisent. Donc, forcément, le mot inceste est celui qui ressort le plus. Mais on a vraiment essayé de transmettre le plus possible la lumière qu'il y avait dans le film. Donc ça a été un gros travail. Et puis là, moi, je continue à faire un travail parce que ce film, on a très envie qu'il fasse des scolaires. On trouve que c'est très important. Et donc, on contacte des professeurs et on essaye de faire passer le message qu'on est prête à aller en classe, rencontrer les enfants. Et c'est pas facile. C'est pas facile parce que beaucoup de professeurs ont peur et que je peux en partie les comprendre. Mais donc, il faut qu'on trouve l'accompagnement juste pour ça. Mais voilà, pour dire, même aujourd'hui, quand je disais tout à l'heure, maintenant le film va voler de ses propres ailes, on le lâche jamais complètement, en fait. Moi, ce que je voulais vous demander, donc vous avez parlé de l'accompagnement artistique de l'autrice, il y a l'accompagnement financier, productionnel pour aller chercher les moyens de faire le film. J'imagine qu'il y a aussi un accompagnement personnel. Est-ce que vous devez faire un peu de psy aussi? Enfin, voilà, parce que l'ego des auteurs et des autrices est quand même furieusement bouleversé pendant l'écriture, surtout d'un premier long métrage. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de cet aspect-là du travail?
Oui, l'ego, et puis même sans parler d'ego, enfin, oui, c'est des métiers qui sont solitaires, qui sont pas toujours simples. Et donc, oui, bah, c'est toujours. Enfin, je pense que la production, c'est tellement un métier multicasquette, parce que déjà, on a beaucoup de missions entre l'aspect financier, l'aspect psychologique, l'aspect gérer une équipe aussi, l'aspect ressources humaines, l'aspect plein de choses. Et en plus, on le fait sur plein de projets en même temps parce qu'on ne peut pas, pour faire tenir une boîte, on ne peut pas avoir un film à la fois. Donc il y a toujours des films en écriture, en développement, en production, en post-production. Donc il y a une multiplication de tout ça et c'est parfois difficile à tenir le cap. Mais l'accompagnement psychologique, bah, je sais pas très bien, je sais pas très bien quoi dire parce que ça dépend de chaque personne, de chaque réalisateur ou réalisatrice. Je pense que c'est plus un encouragement, un soutien, voilà, savoir qu'on est là, une présence, je pense surtout, et qui est difficile parfois à tenir d'ailleurs, parce que vu qu'on a beaucoup de projets, et alors on culpabilise de ne pas être assez présent comme il le faudrait, mais oui, je crois que c'est surtout une présence, une écoute. Ouais. Il y a le travail au plus proche avec les cinéastes. Il y a aussi tous les autres projets sur lesquels vous travaillez. Est-ce que vous pouvez nous parler de cet aspect-là aussi du travail de productrice qui est la prospection, rencontrer des partenaires potentiels, se déplacer, peut-être aussi aller voir les films de fin d'école, etc. Est-ce que vous pouvez parler un petit peu de cet aspect-là du métier de productrice qui n'est pas directement sur un projet, mais plutôt dans l'avenir de la société aussi et du développement des autres choses? Ouais, bien sûr, parce que quand on produit un film, on doit savoir ce qui va arriver plus tard, ce qui va arriver après. Au niveau de la recherche, c'est quelque chose qui devrait prendre beaucoup de temps, mais qui malheureusement, parfois, le temps de recherche de nouveaux talents, il est restreint parce que juste on est tellement débordé par les autres projets que moi, j'aimerais bien avoir plus de temps pour faire ça, mais j'ai du mal parfois. Et c'est vrai que la politique chez nous, c'est beaucoup d'accompagner les auteurs sur la longueur, sur la durée. Donc, c'est vrai que moi, j'ai produit beaucoup de courts-métrages et que là, je produis pas mal de premiers longs-métrages des auteurs dont j'ai produit le court-métrage. Donc déjà, rien que ça fait pas mal de boulot. Mais je ressens en fait l'envie de continuer à faire du court-métrage, en fait, parce que je trouve que c'est un super moyen pour rencontrer des nouvelles voix, des nouveaux talents, et puis aussi être en lien avec la jeunesse, dont je ne fais plus vraiment partie. Donc, c'est hyper enrichissant, je trouve. Donc j'aimerais bien continuer à pouvoir en faire au moins un par an. Et puis après, il y a tout l'aspect marché international, coproduction minoritaire, parce que donc il y a des productions majoritaires donc qui sont initiées ici en Belgique. C'est le cas de Dalva. Puis après, on produit des coproductions minoritaires. Donc pour ça, on va sur des marchés de coproduction. Il y a des pitchings, on entend des histoires, on rencontre des gens. Et puis voilà. Puis après, en fait, une fois plus on a le pied dedans, plus en fait les histoires viennent à nous aussi, plus on est contacté en nous proposant des projets. Il y a un moment où le rapport s'inverse un peu. Et c'est difficile en fait de réussir à répondre à tout le monde, à tout lire. Malheureusement, c'est compliqué. Le marché international est important aussi pour produire les films majoritaires belges comme Dalva qui sont initiés ici. Vous avez besoin de partenaires si vous voulez avoir des budgets suffisants pour mener à bien artistiquement le film. Donc il y a aussi toute cette partie de recherche de partenariat, de financement, même si vos partenaires dans les autres pays vont après aller eux-mêmes chercher les financements, mais ça demande aussi d'élargir le réseau pour pouvoir arriver artistiquement là où vous voulez aller. Oui, tout à fait. En Belgique, si on a tous les financements en Belgique, qu'on a le grand chelem, je pense qu'on arrive à lever peut-être 1,2 million, 1,4 million, quelque chose comme ça. Et ça reste un peu court pour un long métrage, c'est possible, mais pas impossible en tout cas, mais c'est quand même vraiment bien d'aller voir ailleurs pour compléter le financement.
Et voilà, c'est vrai que vu la langue, vu la proximité géographique, on coproduit énormément avec la France. C'est le cas ici. Et ici, pour Dalva, on avait fait un casting de productrices en France. On a vu plusieurs personnes que j'avais présélectionnées en voyant les films qui étaient faits, en me disant « Ah, ça pourrait être cohérent ». Puis on a arrêté notre choix sur Delphine Schmitt de Tripod. Et une fois qu'elle est rentrée dans le film, c'était génial parce qu'on a toujours été un duo avec Emmanuel. Et puis on est devenu un trio et ça a super bien fonctionné. Du coup, depuis, elle a coproduit un autre film qu'on est en train de terminer. Moi, je suis en train de coproduire un film qu'elle a fait. Donc forcément, une fois qu'on trouve les bonnes personnes et qu'on a une entente à la fois humaine et de travail, c'est vraiment précieux parce que c'est difficile de... Voilà, quand justement on est tellement lié au projet, de se lancer dans l'aventure d'une collaboration sans connaître la personne, c'est parfois compliqué. Mais oui, c'est sûr que l'aspect financier international, il est essentiel pour les films et pour la diffusion aussi, c'est super parce qu'après, quand le film sort dans le pays de coproduction, il y a quelque chose qui est ancré aussi sur ce territoire-là et ça aide à ce que le film il soit le plus vu possible. Puis ça a un sens au niveau même européen, dans ce qu'on est dans la construction européenne, de construire des histoires ensemble, c'est quand même ce qui crée l'imaginaire collectif de cette communauté européenne. Donc moi je trouve ça hyper important. Est-ce qu'on peut parler un peu d'argent, du budget du film? Donc en Belgique, c'est 1,2 million, 1,4 million si on veut au maximum. Comment est financé Dalva dans les grandes lignes, pas chaque ligne du plan de financement, mais globalement, comment est-ce que c'est financé et sur quel type de budget quand j'ai commencé à développer le film, et étant donné le sujet, la période dans laquelle on était, moi je pensais que Dalva, on le ferait avec 1 million d'euros et qu'on s'en sortirait parce qu'il n'y a pas de comédien connu, c'est quelque chose qui peut coûter cher, que énormément de décors et que ça irait. Et au final, on a eu 3,2 millions. Donc c'était incroyable de sentir un engouement progressif à chaque fois qu'on déposait. Enfin, on sentait qu'il y avait un vrai intérêt pour le projet. Et en fait, le luxe qu'on s'est toujours dit avec Emmanuel, c'était d'avoir du temps. Et avoir du temps, ça coûte beaucoup d'argent parce que c'est mobiliser une équipe pendant beaucoup de jours de tournage. Ici, on a pu tourner, au total, c'est 43 jours de tournage, ce qui est vraiment très, très bien pour un premier long métrage. Et je pense que la qualité que j'espère vous avez pu voir ici, elle est aussi, elle s'explique aussi par ça, c'est que Emmanuel a eu le temps pour la mise en scène, a eu le temps pour diriger ses comédiennes, ses comédiens. Zelda, c'était la première fois qu'elle jouait dans un film. Fanta aussi, qui joue Samia. Évidemment, ça prend du temps. Et en fait, voilà, c'est vraiment là qu'on a mis l'argent et on ne le regrette absolument pas parce que je pense que c'est ça aussi qui fait la réussite du film. Donc le film est financé, les institutions ont joué le jeu, les télévisions aussi, vous avez trouvé les partenaires c'est autant du public que du privé. Donc en Belgique, c'est la Fédération Wallonie-Bruxelles, le Tax Shelter, les chaînes de télé, donc RTBF, Proximus, la région, Screen Brussels. Et puis en France, c'est Arte, Canal+. Il y a du financement européen aussi, puisqu'il y a Eurimage. Les chaînes ont joué le jeu et elles sont super contentes du film et on a vraiment senti un vrai soutien. Est-ce que... Ah, je vois une main cette fois qui se lève là-bas. Vous pouvez poser la question un peu fort et il y a un micro? Non. Hein. Et donc je la répéterai parce qu'on enregistre la masterclass. Mais on vous écoute justement. Donc la question était d'où vient le choix de tourner en France? Est-ce que c'est une question productionnelle, une question artistique ou voilà, d'où vient ce choix? Alors on n'a pas tout tourné en France et on a plus tourné en Belgique qu'en France. Donc en fait toutes les scènes de foyer elles sont tournées en Belgique. C'est un internat qui est près de l'Atomium. Toutes les scènes d'école, elles sont tournées en Belgique. Ce qui est tourné en France, c'est le tribunal, notamment,
C'est plus des décors institutionnels et c'est la prison. C'est très difficile de tourner en prison en Belgique, en fait. Et en France, on a réussi à obtenir une autorisation. Et donc, quand on a écrit le scénario, l'histoire se passait en Belgique. Et puis, quand on a commencé à faire les repérages et qu'on a vu que pour tout ce qui était institutionnel, c'était plus simple d'aller en France, on s'est dit que du coup, c'était plus facile de situer en France pour pas qu'il y ait... Bon, moi, j'avais peur qu'on voit beaucoup... parce que je trouve ça très différent au niveau de l'architecture quand on compare la Belgique et la France, et j'avais peur que ça se voit beaucoup. Après, en 4 tiers sur le personnage, finalement, ça ne se voit pas tellement. Mais voilà, c'est plus pour des raisons pratiques que ça a été bougé en France. Après, Emmanuelle, la réalisatrice, elle vient de Charleville-Mézières et c'est là qu'on a tourné. Donc ça avait aussi du sens pour elle. Est-ce qu'il y a une autre question là-bas? On vous écoute? Donc une question sur l'apport des professionnels, quel que soit leur domaine d'expertise, qui ont pu accompagner Emmanuelle lors de l'écriture du projet. Quelle est la place Ça a été vraiment crucial parce que déjà, c'était vraiment notre cheval de bataille depuis le départ, c'était d'être juste. Et Emmanuelle et moi-même aussi, mais on avait trop de respect pour toutes ces victimes que pour raconter quelque chose qui ne serait pas vrai et pas crédible. Du coup, pour Emmanuelle, c'était essentiel qu'elle connaisse tout pour être sûre de ce qu'elle disait, quitte à certains endroits, pour des raisons de fiction, changer un petit peu, mais c'est vraiment très léger, je pense, mais au moins être au courant des choses et vraiment respectueux de toutes ces histoires. Et en fait, par exemple, les séquences chez la psy, elle les a écrites, puis elle les a fait lire à une psy qui gère ce genre de soucis, enfin d'histoires et de traumatismes. Et elles ont fini par même faire des jeux de rôle pour avoir la justesse des dialogues sur que dit une psy dans ce genre de situation. Donc ça a été jusque-là. Et puis les policiers, par exemple, elle a rencontré les policières et les policiers qui accueillent, enfin qui s'occupent de ces enfants à leur arrivée, l'examen gynécologique, le procès à la fin. Tout ça, c'est vraiment vérifié. Et c'est vraiment un souci, de respect. De respect de ces histoires et de ces personnes-là, et c'était vraiment essentiel. Et je pense que c'est ce qui fait aussi la justesse du film. Et d'ailleurs, c'est super beau parce que quand on le présente en séance, on a souvent des gens qui prennent la parole et qui disent qu'eux-mêmes sont thérapeutes ou eux-mêmes sont travailleurs sociaux et que le film les touche et qui représente bien leur réalité. On n'a pas du tout non plus voulu faire un film qui condamne les services sociaux. Il y a d'autres films qui existent, il y a plein de choses à dire sur les dysfonctionnements des services sociaux. C'est juste pas le propos ici. Donc ce qu'elle a voulu plus, Emmanuelle, elle est fille d'éducateur, sœur d'éducateur aussi. Et elle a aussi voulu parler de ces personnes, voilà, qui sont là à des moments décisifs de la vie de ces enfants et qui peuvent vraiment les aider. Il y a une séance après nous, donc on va devoir bientôt terminer. J'ai une rapide dernière question pour vous. Quel est le meilleur conseil qu'on vous ait donné pour faire ce métier, et qu'est-ce que vous auriez envie de dire à des jeunes gens qui auraient envie de se lancer dans la production aujourd'hui? Des conseils, là comme ça c'est difficile, j'ai pas forcément en tête, mais c'est plus moi des choses dont je me suis rendu compte au fur et à mesure des années. Je ne sais pas s'il y a des étudiants qui veulent se destiner à la production dans cette salle, mais moi ce que je dirais déjà, c'est d'oser y aller, parce qu'il y a de quoi faire et il y a plein d'histoires à raconter, il y a plein de choses à faire, il y a de la place, donc déjà d'oser y aller, et puis de composer avec ce que vous êtes, tout simplement de faire avec ce qui vous touche le plus. C'est vrai que moi, quand j'ai commencé, dans la vie, je suis plutôt assez réservée, parfois timide. Et quand je voyais d'autres producteurs qui étaient plus des grandes gueules, je me disais, oulala, mais est-ce que je vais avoir
ma place là-dedans et réussir à faire quelque chose, moi, là-dedans. Et puis, en fait, il faut rester qui on est et faire avec ce qu'on est. Je dirais aussi de bien s'entourer parce qu'on ne produit jamais tout seul et que c'est essentiel de choisir les bonnes personnes. Et puis aussi de s'engager à fond parce que je crois que c'est comme ça qu'on fait ce genre de métier-là, mais tout en mettant des limites parce que c'est aussi des métiers qui prennent énormément, qui prennent beaucoup d'énergie, qui prennent beaucoup d'espace mental. Voilà. Et c'est difficile parfois de mettre les limites et je pense que c'est essentiel de le faire. Ça prend du temps. Moi, j'essaie d'apprendre à faire ça. Mon compagnon qui est dans la salle dira peut-être qu'on n'y est pas encore, mais on apprend toute sa vie. On y travaille quand même. Et voilà, mais après, c'est tellement beau quand... c'est pas toujours le cas. Ici, c'est une success story, on va dire, vu l'histoire du film en festival, son parcours, etc. Mais vivre un moment d'émotion comme ça, d'un projet qu'on a tant aimé porter et de le présenter au public, c'est avec un réalisateur, une réalisatrice qu'on apprécie autant, c'est juste magique. Donc, si vous avez envie, allez-y. Alors avant qu'on se quitte, je voudrais juste dire que la prochaine masterclass sera autour du film Temps mort et on sera en présence de l'assistante de réalisation, première assistante Hélène Caranzo. Et alors surtout, je voudrais dire que Dalva est sorti hier dans les salles. Vous êtes les meilleurs ambassadeurs et ambassadrices du film. C'est vraiment important que vous en parliez autour de vous, à vos proches, vos amis. C'est comme ça que le film pourra avoir une belle carrière. Donc parlez-en, c'est vraiment important. Merci mille fois, Julie, pour cette masterclass.